Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Après le rappel à Dieu de Seyda Maria Magnas, le chef de l'État salue la mémoire de l'illustre disparu. C'est le Sénégal et la Oumma qui viennent de perdre une grande promotrice de l'éducation des jeunes filles dans les sciences islamiques. Elle sera inhumée ce lundi à Medina Baye, annonce le porte-parole du Khalif. Retour sur les faits marquants en 2020 dans les domaines de l'enseignement supérieur et l'éducation. Établissement fermé pendant de longs mois, cours à distance, calendrier réaménagé. Ces secteurs n'ont pas été épargnés par la pandémie de Covid-19. C'est le menu rétro de ce journal. La célébration des 40 ans de carrière de l'artiste Khalidou Kassé sera clôturée par un vernissage mardi, date choisie aussi pour procéder à la pose de la première pierre du musée de la RTS et du Triangle des Arts. Le pinceau du Sahel salue cette vision de la RTS de placer la culture et l'art au cœur des populations. Il a ouvert ses ateliers à nos équipes. Présidentielle et législative au Niger, plus de 5 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes ce dimanche, un scrutin qui s'est déroulé dans le calme. Journée électorale aussi en Centrafrique où des perturbations ont été notées dans quelques régions de l'intérieur du pays. Le point dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, ce tweet du président Macky Sall après le rappel à Dieu de Seyda Maria Magnas. Je le cite, le Sénégal et la Oumma islamique viennent de perdre une de leurs illustres filles, Seyda Maria Magnas, grande promotrice de l'éducation des jeunes filles. Elle a rendu un grand service à la science. Mes condoléances émues au Khalif de Medina Baye, à sa famille et à la nation tout entière. Seyda Maria Magnas sera inhumée lundi à 17h à Medina Baye. L'annonce a été faite par le porte-parole du Khalif, Cheikh Mahi Cissé. Seyda Maria Magnas a beaucoup contribué à la formation de milliers de jeunes filles au Sénégal. Salou Seck revient sur cette œuvre. Le Sénégal perd une grande figure avec la disparition de Seyda Maria Magnas, surnommée Khadimatul Quran, la serviteuse du Coran. Ya Seyda, comme l'appelaient affectueusement les disciples, était très engagée dans l'apprentissage du Saint-Coran. Le Coran était son seul compagnon. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Seyda Maria Magnas a initié de nombreux Sénégalais et de ressortissants d'autres pays à l'enseignement coranique dans les nombreuses écoles qu'elle a créées. Grande promotrice de l'éducation des jeunes filles, l'œuvre de Seyda Maria Magnas a été saluée par plusieurs distinctions. Au Sénégal, elle a été décorée en 2016 par le président Macky Sall de la médaille de l'Ordre national du Lion pour service rendu à la nation. Les États-Unis lui ont également rendu un vibrant hommage pour sa contribution à la formation et à la mémorisation du Saint-Coran de nombreux jeunes Américains. Seyda Maria Magnas s'activait aussi dans le social. Récemment, elle a contribué de manière significative au fonds Medina Baye, un geste symbolique très bien apprécié. Nécrologie toujours, le cyclisme sénégalais endeuillé avec la disparition de Mandiaye Seck, triple champion du Sénégal. Il a écrit l'une des plus belles pages du cyclisme sénégalais dans les années 70. Mandiaye Seck est décédé à l'âge de 73 ans à Tentoubab, où Koumba Diakhaté-Mar l'avait rencontré en 2017. Là où il nous accueille, au beau milieu de sa maison, en plein cœur du village de Tentoubab, c'est loin des pistes sur lesquelles il était autrefois imbattable. L'ancien champion de cyclisme est aujourd'hui terrassé par une maladie qui l'a privé de mobilité depuis 10 longues années. Je ne peux plus marcher. Cela fait 10 ans maintenant. J'ai tenté de me faire soigner partout, mais sans succès. Ma femme, mes amis ont tout essayé, mais en vain. Ancien athlète de l'équipe nationale de cyclisme, Mandiaye Seck est triple champion du Sénégal. Son premier sacre remonte à 1972 avec le club de Salmon de Kaolack, avant de rééditer l'exploit en 1975, puis en 1977 avec le Mbosset Kaolack.
Nous faisions le cyclisme juste pour le plaisir. Par exemple, quand on gagnait la course Dakar-Thiès, on n'avait même pas une fleur. Mais l'essentiel, c'était de défendre les couleurs de notre club face à de fortes équipes de militaires français, sans compter GIA, Jaraaf, Mbossé ou encore Olympique de Mbour, actuel Stade de Mbour. C'est justement à Mbour que le natif de Tentobap a attrapé le virus du vélo. Nous sommes au début des années 60. C'est le jour où Mbour a été battu par Dakar à domicile. Cela m'avait fait très mal. C'est ainsi que j'ai décidé de faire du cyclisme pour laver l'affront. Âgé de 70 ans, hors circuit depuis plus de 20 ans, peu importe, il lui reste en tête le film de ses duels avec Rodrigue Mathieu. J'ai demandé à mes coéquipiers de me laisser avec Rodrigue Mathieu, le cycliste de Dakar, que tout le monde craignait. Quand on a atteint le dernier tour de la course, Rodrigue Mathieu et moi étions au coude à coude. Juste à côté de moi, il y avait Baïsis. Au dernier virage, en face de la gouvernance, je lui ai demandé d'ouvrir sur le côté gauche pour me laisser la voie libre. C'est ainsi que j'ai battu Mathieu et mes concurrents blancs. Son plus mauvais souvenir, mon échappée à hauteur de Casino lors d'une course Dakar-Thiès. Arrivé à Mbao, j'ai eu des problèmes avec mon vélo. Du coup, j'ai raté mon 4e titre de champion du Sénégal. celui qui a écrit l'une des plus belles pages du cyclisme sénégalais, est aujourd'hui malade. Son seul soutien reste sa famille, qui lui apporte réconfort et espoir. Ce qu'il a fait pour le sport de son pays s'évanouit petit à petit. Koumba Diakhaté qui a ressorti les archives pour rendre ainsi hommage à Mandiaye Seck, triple champion du Sénégal en cyclisme, arraché à notre affection, paix à son âme. Je le disais en titre présidentiel et législatif au Niger, plus de 5 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes ce dimanche. Quand un incident a été signalé selon les observateurs de la CEDEAO, des manquements dans le respect des mesures barrières anti-Covid sont tout de même notés. Le point avec nos envoyés spéciaux à Niamey, Pape Sididja et Abasso. Ahmed Mustafa, citoyen nigérian, vient de franchir les portes du bureau de vote numéro 2 de l'école plateau de Niamey, avec comme seul objectif élire le prochain président de son pays et les 171 parlementaires. Je pense que c'est une fierté pour le Niger d'organiser ces élections où pour la première fois un président élu va donner la main à un président élu. Je pense que c'est une action citoyenne à saluer. Et c'est un exemple, je dirais, pour toute l'Afrique, mais aussi au-delà pour le monde entier. Donc, les élections qui sont en train de se dérouler aujourd'hui, je pense que, de mon avis, c'est un avis, tout se passe normalement. Certes, l'œuvre humaine a toujours quelque chose à corriger. Son avis est le sentiment le mieux partagé. Ici, comme partout ailleurs, les dispositions du code électoral sont bien respectées. Au bureau numéro 5, tout se passe très bien. Les électeurs sont en train de venir pour faire leur vote. Le SG est là, les dispositifs sont là, la présidente est là, les assesseurs ainsi que les délégués. Donc les cartes aussi sont là. Ceux qui ne sont pas venus prendre les cartes sont en train de venir les prendre. Donc pour le moment, on n'a eu aucun problème. Qui des 30 candidats sera le prochain président de la République? Pour l'heure, mystère et boule de gomme. Calme et sérénité caractérisent les votes dans les 6 régions sur les 8. La mission d'observateur de la CEDEAO a fait le point. We have looked at all the provisions and everything is provided in this polling unit.
Eh bien, comme vous l'avez dit, nous avons déjà visité effectivement 2 lieux et nous avons été impressionnés par ce que nous avons vu. Tout était en place, les choses se sont déroulées normalement. Nous avons visité donc ces endroits et nous avons vu que tout était en ordre et que les opérations se déroulent normalement. Cette satisfaction cache mal le dispositif sanitaire d'une élection en période de Covid-19. Le seul grand défi qui nous a préoccupés, c'est le défi sanitaire de la Covid-19. Beaucoup d'électeurs venaient dans les bureaux de vote sans masque. Cela nous a préoccupés et tout de suite nous avons lancé une alerte à la CENI pour que les bureaux de vote soient pourvus de masques afin que chaque électeur puisse entrer dans le bureau de vote avec le masque. Les Nigérians aux urnes depuis ce matin pour élire le successeur du président Mahamadou Issoufou et les 171 postes de députés au Parlement. Une élection qui a débuté dans le calme et la sérénité. Constat dans les 6 régions sur les 8 que compte le Niger. Et le niveau de participation est satisfaisant selon les 130 observateurs déployés sur le terrain. Les rapports reçus ce matin font état effectivement de 30,3% de participation des jeunes. Et pour les femmes, le pourcentage est à 27,8%, 100% d'accessibilité dans les bureaux de vote. Pape Sididia Abassou, depuis Niger pour la RTS, ici à l'école Plateau, effectivement au bureau numéro 2. Merci donc à vous deux pour le point sur cette journée électorale à Niamey, au Niger. Jour de vote également en Centrafrique. Les élections présidentielles et législatives se sont tenues ce dimanche dans ce pays sous tension. Dans la capitale Bangui, le calme a été noté, mais des perturbations ont été enregistrées à l'intérieur du pays. Sedina Alunfal nous fait le récit. Un peu plus d'1 800 000 électeurs étaient appelés ce dimanche aux urnes pour le scrutin présidentiel et législatif en Centrafrique. Malgré les incidents politico-militaires survenus ces dernières semaines, une partie de la population a pu voter. Le président sortant, Faustin Archange Touadéra, candidat à sa propre succession et annoncé favori, a tenu à organiser ces élections générales ce dimanche contre l'avis de certains acteurs politiques de l'opposition qui avaient appelé au report des consultations. Le vote est un droit et un devoir pour le peuple centrafricain. Chacun doit pouvoir, suivant la constitution de notre pays, chaque citoyen a le droit de choisir librement ses dirigeants. Et je crois que c'était un moment important pour la République centrafricaine qui cherche à sortir de ces moments de crise. L'ancien président François Bozizé, qui a vu sa candidature invalidée, a appelé ce dimanche à boycotter les scrutins. Pour moi, l'affaire est terminée. Me regarder d'un mauvais œil, pourquoi? Parce que je pense à des Centrafricains qui n'ont jamais pris des armes, qui ont envie de voter et qui cherchent pour qui voter. Et moi, je veux les faire orienter vers moi. Est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est une fierté, en tant que Centrafricaine, d'user de mon droit de vote et de l'exercer effectivement. La tenue de ces élections constitue un enjeu majeur aussi bien pour la Centrafrique que pour la communauté internationale qui tente d'aider le pays à se reconstruire. Dans l'ensemble, le constat, c'est que le vote se déroule très bien, dans le calme et la sérénité à Bangui. Les populations sont sorties massivement exercer leur droit de vote. Je crois qu'il faut absolument s'en féliciter parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu que ces élections se tiennent, qui ont tout fait pour empêcher le déroulement normal du scrutin, qui ont tout fait pour apeurer les populations, semer la panique pour que les populations aient peur de sortir pour aller voter, aient peur de sortir pour aller retirer leur carte. Et on peut considérer que c'est un très grand succès à Bangui. Ce dimanche, dans la capitale Bangui, la situation était calme. Un dispositif sécuritaire important a été déployé à l'intérieur du pays. Des perturbations ont été notées. Ces élections présidentielles et législatives se tiennent en Centrafrique dans un contexte tendu, avec des groupes armés qui contrôlent 2 tiers du territoire et qui, il y a quelques jours, menaçaient de marcher sur Bangui, la capitale, pour empêcher la tenue de ce scrutin.
Justement, le vote s'est bien déroulé malgré les velléités de sabotage notées dans certaines parties du pays. Selon Mankeur Ndiaye, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, il a été joint tout à l'heure par Zoom à Bangui par Ousmane Garifaye. Tout à fait calme à Bangui où le vote s'est déroulé sans problème, où les populations banguissoises sont sorties massivement exprimer le droit de vote. Vraiment dans le calme, dans la sérénité, j'ai fait le tour de quelques centres de vote où j'ai échangé avec les populations et dans tous les bureaux de vote que j'ai visités. Les représentants des partis étaient là, les représentants des candidats étaient là présents. Globalement, le vote s'est déroulé vraiment de manière pacifique à Bangui, malgré les menaces qu'on avait reçues, justement, le sabotage du vote ou bien de prise de Bangui. Il y a eu ces menaces qu'on a eues ces derniers jours avec comme seul objectif, justement, de décourager les populations, de semer la panique et de faire en sorte que les populations ne sortent pas pour aller retirer leur carte d'électeur et ne sortent pas également pour aller voter. Et donc, c'est tout à fait le contraire qu'on a constaté aujourd'hui à Bangui. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le taux de participation, puisque c'était une préoccupation majeure à partir du moment où il y avait des velléités de sabotage qui pesaient un peu sur les populations? Est-ce qu'elles sont sorties massivement pour voter? Pour l'instant, on ne peut pas connaître le taux de participation à Bangui et pour le reste du pays. Donc, les dépouillements ont commencé à Bangui et à l'intérieur du pays, dans certaines régions. Pour d'autres villes également, les dépouillements se feront demain. Donc, il faut encore attendre pour connaître le taux de participation. Mais ce que je peux dire, c'est que hier, quand nous faisions le décompte avec l'autorité nationale des élections, qui est chargée d'organiser les élections en République centrafricaine, quelque 71% des électeurs avaient déjà retiré leur carte d'électeur et la possibilité a été offerte également à tous les électeurs qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur de le faire aujourd'hui même, le jour du vote, d'aller retirer leur carte et d'aller directement voter. Donc, il faut attendre certainement le dépouillement qui se poursuit pour connaître le taux de participation à ces élections. Oui, est-ce qu'on a voté sur toute l'étendue du territoire de Centrafrique? Non, justement, malheureusement, parce que hier déjà, certains éléments armés sont allés brûler le matériel électoral dans certains villages, dans certaines villes, brûler les urnes, brûler les isoloirs, se saisir des cartes d'électeurs qui n'étaient pas encore distribuées pour les brûler. Hier soir déjà, et aujourd'hui à 5 h du matin, il y a eu dans certaines localités des tirs de balles partout pour appeler les populations, pour empêcher qu'elles ne sortent voter. Donc il y a certains endroits où le vote n'a pas pu avoir lieu malheureusement, et où également les populations étaient sorties, mais ceux qui étaient chargés de gérer le vote, donc ceux qui devaient siéger au bureau de vote, ne se sont pas présentés. Et dans d'autres villes, le vote a commencé très tardivement, en début d'après-midi, parce que vous savez ici, la réglementation, c'est quoi? C'est que le vote doit durer 10 heures de temps. 10 heures. Donc, les bureaux qui ont commencé un peu tard, vers 13 h, 14 h, normalement, il faut 10 heures de plus. Donc, ces bureaux vont terminer vers 23 h, le vote. Donc, et qu'en est-il nous sommes là, nous continuons à sécuriser le processus électoral, nous continuons à sécuriser le processus électoral partout. Voilà. Et qu'en est-il des candidats? Est-ce qu'ils sont dans de bonnes dispositions pour après reconnaître les résultats à chacun en ce qui le concerne? Nous l'espérons. J'ai vu beaucoup de candidats voter aujourd'hui, tels M. Dologele ou Mme Catherine Samba-Panza, qui est la seule femme candidate d'ailleurs à ces élections. Et tous, ils étaient un peu surpris de l'engouement populaire, de la forte mobilisation des populations pour aller voter. Donc, on le disait dans le visage des jeunes et des femmes qui sont mobilisés, qui ont fait la queue pendant des heures pour introduire le bulletin dans le bureau. Donc, j'espère que tous les candidats répondront ce vote, parce qu'on n'a pas parlé souvent de fraude. Je n'ai pas entendu dans la journée parler de fraude électorale. Et donc, c'était déjà un bon signe. Et quelle est la prochaine étape? Combien de temps va durer tout ce processus-là? Vous comptez avoir les premiers résultats aux environs de quelle période? Le 4 janvier, c'est la date de proclamation des résultats provisoires. Le 4 janvier,
Et les résultats définitifs pour la présidentielle, je veux dire, c'est le 19 janvier. Donc, il y a encore un petit chemin à faire. Mais nous espérons que tout va bien se dérouler, en tout cas tel que cela s'est en tout cas exprimé aujourd'hui, à Bangui notamment. Et nous continuons également à sécuriser le processus qui n'est pas encore terminé. C'est une élection à 2 tours. Un candidat peut parfaitement bien être élu au premier tour, et comme également on peut avoir un second tour. Donc cela veut dire que notre travail n'est pas encore terminé. Et notre mandat électoral se poursuit également. Et pour les législatives, vous savez qu'ici, il y a forcément un second tour. Ouais. Donc nous avons encore quelques semaines devant nous. Ouais, on sait que c'est une élection qui est suivie de très près par la communauté internationale. Vous avez eu un certain nombre d'observateurs. Combien sont-ils au total pour superviser cette élection? Bon, il y a plus de 2000 observateurs nationaux. Il y a 3 organisations qui ont dépêché des missions d'observation ou des missions d'information. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a dépêché une mission d'information que j'ai reçue. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, également la CAC, a dépêché également une mission d'observation, comme l'Union africaine également a dépêché une mission d'observation des élections. Mais pour l'essentiel, les observateurs sont restés, je pense, à Bangui, ils n'ont pas pu faire le déplacement à l'intérieur du pays. Certains ont choisi de rester à Bangui, qui est l'épicentre, en tout cas, de ce processus. Voilà donc Mankeur Ndiaye, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, qui faisait le point sur le déroulement du scrutin de ce dimanche en Centrafrique. Retour au Sénégal pour parler de formation professionnelle. Bientôt, un centre dédié de dernière génération sera érigé à Bignona. L'annonce a été faite par le ministre de tutelle qui présidait dans ce département un forum sur l'entrepreneuriat dans l'agrobusiness. Sur place, Dame Diop a exhorté les jeunes à s'orienter davantage vers les filières agricoles. Abdoulaye Sinkare nous en dit un peu plus. C'est le lycée agricole de Bignona qui a servi de cadre pour le forum sur l'entrepreneuriat dans l'agrobusiness. Un secteur porteur qui peine à se départir de certains clichés. La communication du ministre de la Formation professionnelle est un plaidoyer pour le retour à la terre. L'agriculture est un métier. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à faire le déplacement pour que les jeunes comprennent qu'on n'est pas agriculteur ou paysan de père en fils, on peut l'être, mais on est agriculteur parce qu'on doit avoir des compétences dans l'agriculture. Il faudrait que nous comprenions qu'un métier, ce n'est pas seulement dans les métiers du secondaire ou du tertiaire. Non. Dans le primaire, nous devons développer des compétences parce que les métiers du primaire sont aussi des métiers aussi nobles que tous les autres métiers. Bignona compte déjà des écoles de formation, mais la carte sera renforcée. Ce dans le souci de donner des métiers à tous les jeunes du département et d'ailleurs. Qu'au-delà du lycée, qu'au-delà du centre Guérina, qu'au-delà du CFP, le président de la République a décidé de construire un autre centre de dernière génération ici à Bignona. C'est pour accompagner encore une fois de plus la jeunesse pour aller dans la formation professionnelle. Comprenez qu'avoir un métier, c'est bien, mais avoir aussi un accompagnement en entrepreneuriat, c'est encore mieux pour avoir un métier décent, un emploi décent et le conserver. Et parce que demain, au lieu d'être employé, vous devez être des employeurs. Avant de présider ce forum, Dame Diop a visité le centre de formation professionnelle de Bignona et le centre national de formation des maîtres d'enseignement technique et professionnel. Nous parlons de formation, toujours un secteur fortement impacté par la pandémie de Covid-19 en 2020. Les établissements d'enseignement supérieur ont été fermés pendant plusieurs mois. Entre restructuration, réorientation et repositionnement, l'enseignement supérieur, la recherche et la formation professionnelle ont en 2020 favorisé l'employabilité des jeunes. L'offre de formation et les filières se sont diversifiées dans l'enseignement supérieur. Des cycles courts sont proposés dans la formation professionnelle. La rétro dans ces domaines avec Sedina Alunfal. Pour la première fois, le prix Macky Sall pour la recherche a été décerné en 2020. La lauréate, le professeur Fatou Bintoussar, a coordonné le projet ELSO Covid-19 qui s'est distingué par sa pluridisciplinarité.
Une thématique qui a préoccupé le monde scientifique et universitaire en 2020. Les établissements d'enseignement supérieur ont été fermés plusieurs mois afin de limiter la propagation de la COVID-19. La recherche a bénéficié de soutien avec, entre autres, la réception de 2 microscopes d'une valeur de 800 millions CFA à la Cité du Savoir à Diamniadio. Diamniadio, où doit être érigé le campus franco-sénégalais, a abrité en 2020 le 5e comité de pilotage du campus franco-sénégalais qui s'est tenu en visioconférence. L'offre de formation s'est renforcée avec l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio qui a ouvert ses portes en 2020 avec le démarrage de licences professionnelles. La professionnalisation des filières dans l'enseignement supérieur a été beaucoup préconisée. De nouveaux paradigmes ont émergé. Une première a été notée. La RTS Patrimoine National a signé une convention de partenariat avec l'Université virtuelle du Sénégal pour, entre autres, faciliter l'immersion des apprenants dans l'écosystème d'une entreprise audiovisuelle. Le renforcement des équipements ainsi que le recrutement du personnel enseignant s'est poursuivi en 2020. La COVID-19 a révélé l'esprit créatif des universités. La production de gel hydroalcoolique et de robots ont participé à la lutte contre la pandémie. En 2020, plus de 72 000 nouveaux bacheliers ont été enregistrés. Une nouveauté a été opérée dans le processus d'orientation avec la possibilité pour ces nouveaux bacheliers de choisir de s'inscrire dans les ISEP, les Instituts supérieurs d'enseignement professionnel, ou en BTS. La formation professionnelle a élargi son spectre. Des cycles courts ont été élaborés, les filières ont été diversifiées. En 2020, la mise en œuvre du programme PF2E, programme formation école-emploi, s'accentue. L'idée est d'améliorer l'employabilité d'au moins 25 000 jeunes sur 5 ans selon un modèle de formation école-entreprise. 2020, une année particulière pour le secteur de l'éducation également. Écoles fermées, calendrier scolaire réaménagé, cours à distance. Autant d'étapes ont marqué cette année 2020. La pandémie de Covid-19 n'a pas épargné ce secteur clé. Retour sur les faits marquants avec François Sec. Le secteur de l'éducation a été touché de plein fouet par la pandémie à coronavirus. La fermeture des écoles a été une des principales mesures prises pour freiner la propagation du virus et pour assurer la continuité des enseignements-apprentissages. Les acteurs du système éducatif, dans une démarche inclusive, ont diversifié leur offre pédagogique avec l'utilisation de plusieurs canaux de diffusion, y compris les radios communautaires dans certaines zones non couvertes. Première initiative lancée, Apprendre à la maison, une alternative qui a permis de maintenir les contacts en ligne et protéger près de 3 millions d'élèves. Un concept rendu possible grâce au système d'information et de management de l'éducation nationale à travers la DRTS, Division Radio-Télévision scolaire. Pour éviter le décrochage et assurer la continuité pédagogique, les cours à distance devenaient une solution. Des classes virtuelles sont créées pour compléter le dispositif Classroom et Team. Le développement du téléenseignement s'est poursuivi avec la création de la première chaîne de télévision éducative publique du Sénégal, Canal Éducation. Des cours sont enregistrés et diffusés sur la chaîne de tous les savoirs, lancée avec la RTS. Ces alternatives ont permis d'éviter une année blanche ou invalide. En juin, les enseignements ont repris sur l'étendue du territoire pour les classes d'examen. Grâce au nouveau découpage de l'année scolaire, les évaluations ont été faites, les examens organisés et contre toute attente, des résultats satisfaisants. L'année scolaire 2021 a démarré avec beaucoup d'espoir, mais les enjeux sont nombreux. Les enseignements tirés de la crise sanitaire devraient pousser les décideurs à introduire des méthodes d'apprentissage modernes. Le téléenseignement pourrait être plus accessible pour son intégration effective dans les curricula. Ces nouvelles méthodes doivent être accessibles à tous, une manière de rendre plus résilient le système éducatif, avec l'augmentation de près de 15 milliards de francs CFA sur le budget de l'éducation nationale.
Éducation, toujours faire cours les 24 et 31 décembre. Cela ne s'est jamais produit au Sénégal, sans doute. Le Père Noël a déserté les joyeuses cours d'école, laissant les élèves à leur cours de fin d'année. Cette année, pour cause de Covid-19, le calendrier scolaire a été réaménagé. Papa Noël n'est pas venu et les cours continuent. C'est une chronique signée Oumar Diawa. Rarement au Sénégal, sans doute jamais, apprenants et maîtres se sont rendus en classe la dernière semaine de décembre. Dans le rétroviseur, nulle trace d'une telle situation. Une année scolaire et universitaire empiétant d'ailleurs sur la suivante, nul n'en garde un souvenir. Le secteur éducatif n'a pas été le seul à avoir subi un coup d'arrêt. Depuis le mois de mars, le pays et le monde se débattent dans une crise sanitaire sans précédent. Les impacts ne sont pas encore mesurables avec exactitude en raison du phénomène d'inertie propre à des secteurs spécifiques comme l'éducation. De l'imagination et de la volonté, il en a fallu pour sauver une année au-dessus de laquelle le spectre de la blancheur a longtemps plané. Des cours à distance et en ligne, du temps additionnel, des sacrifices ont rendu possible les examens décalés avec des résultats contre toute attente, meilleurs qu'en temps normal. Qu'on nous explique comment. En attendant, l'année n'a été ni blanchie par une invalidation, ni noircie par une hécatombe. Pour autant, personne ne souhaite se retrouver dans un tel méli-mélo pandémique qui a mis la pédagogie à rude épreuve et la croissance au ralenti. L'agenda scolaire a été réadapté à la réalité. Il y aura donc moins de fêtes, ce qui ne plaira pas à ceux qui n'aiment l'école que pour ses vacances, moins que ses leçons. Vaincre la paresse vite arrivée après un long repos est impératif, d'autant que l'essoufflement survient plus vite après une inactivité prolongée. C'est valable pour les muscles autant que les neurones ensommeillés. Et pour le programme rétro de ce soir, nous allons retrouver Anne-Marie Gomis dans l'autre studio. Si elle est en place, elle va nous dérouler le menu de la rétro de ce soir. Bonsoir Anne-Marie. Alors, donc, nous retrouverons le journal de la rétro. Le sport national et international font la une de ce 5e numéro en secteur. Voilà, donc, je le disais, Anne-Marie Gomis va nous dérouler le menu de la rétro de ce soir. Nous la retrouvons. Alors, donc, nous allons retrouver le journal de la rétro avec Anne-Marie Gomis. Sans doute, on a aperçu dans ce journal avant de le clôturer. Nous poursuivons donc cette édition avec la modification de la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège. C'est une loi qui trouve toute sa pertinence dans le contexte actuel. Il faut cependant préciser la nature des mesures que le président de la République aura la latitude de prendre en cas de catastrophe naturelle et de péril sanitaire. C'est l'avis de Maître Ousmane Sey, juriste et vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Il était l'invité de l'émission Point de vue. Il faut permettre aujourd'hui à l'autorité exécutive de prendre très rapidement des mesures comme c'est des cas imprévisibles, c'est comme la force majeure. Il faut permettre à l'autorité administrative, à l'autorité qui est le président de la République, de faire face à ces situations catastrophiques d'une manière très rapide, sans passer par des lourdeurs procédurales, etc. C'est pourquoi je salue la vision du président de la République. Et je vous l'ai dit, la Banque mondiale même a attiré l'attention des chefs d'exécutif du monde entier sur les mesures à prendre, appropriées, pour pouvoir faire face à des catastrophes comme les catastrophes sanitaires, les catastrophes naturelles, etc. Et donc, je crois que de ce point de vue, le président de la République a une très belle vision qu'il faut saluer, et je salue cette vision. Cependant, sur le plan technique, juridique, il faudrait conformer cette loi avec la Constitution. Quand la loi dit, l'article 24, le président de la République peut prendre des mesures pour assurer le fonctionnement normal des services publics et pour assurer la protection des populations, il faut que la loi aille plus loin pour nous indiquer la nature de ces mesures. Est-ce que c'est des mesures de nature réglementaire ou bien est-ce que c'est des mesures de nature législative? 200 kg de chanvre indien, c'est la saisie effectuée par la brigade mobile de Ourossogui. Le produit est estimé à près de 20 millions de francs CFA. Les précisions de notre correspondante à Matam, Fatimata Banelba.
C'est suite à des informations faisant état d'un vaste trafic de drogue dans le village de Tchankon-Hirei dans la commune de Ogo que les éléments de la gendarmerie ont mis en place un dispositif d'interception au niveau des axes menant vers le village. Les gendarmes de la brigade mixte de Ourossogui ont ainsi procédé à une opération coup de poing dans la nuit du 23 au 24 décembre 2020, ce qui a permis de mettre la main sur les individus à bord de moto. À vue d'œil, ils transportaient du foin. Toutefois, surpris par la présence des éléments en bleu, ils ont pris la fuite. Il s'en est suivi une course-poursuite qui a permis de mettre la main sur l'un des individus alors que les deux autres ont réussi à s'échapper. Sur place, les vérifications ont permis de découvrir 200 kg de chanvre indien pour un coût estimé à 20 millions de francs CFA. Une importante saisie selon les éléments de la brigade mixte de Ourossogui. L'enquête suit son cours pour mettre la main sur les autres trafiquants. À présent, la situation du jour sur la pandémie de Covid-19. Les cas revenus positifs ce matin sont au nombre de 86, dont 50 issus de la transmission communautaire. 1248 patients sont sous traitement. Le point de situation avec Dr Elhadj Mamadou Ndiaye, porte-parole du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1200 tests réalisés, 86 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,17%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 36 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons répertorié 50 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 8 à Kaolack, 6 à Touba, 4 à Dara, 3 à Dakar Plateau et au Mariste, 2 à Grand Dakar, Matam, Mbao et Thiès, 1 aux Almadies, Amitié, Mbao, Cité Biagui, Cité Millionnaire, Darou Mousti, Grand Yoff, Guinguinéo, Louga, Mamel, Mbour, Ouakam, Ouest Foire, Ourossogui, Sacré-Cœur 3, Saraya, Tivaouane Peulh et Yoff. 55 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 32 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce samedi 26 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 18 609 cas ont été déclarés positifs, dont 16 936 guéris, 388 décédés et donc 1284 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans nos domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. Nous allons à présent vous donner un aperçu sur le menu de la rétro de ce soir. C'est avec Anne-Marie Gomis. Bonsoir Anne-Marie. Oumou Baldé, bonsoir. Le sport national et international pour la une de ce 5e numéro. Une année presque morte pour ce secteur qu'on connaît très dynamique à cause de la pandémie de Covid-19. Beaucoup d'événements annulés ou reportés, notamment les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Une année où on a vu également Sadio Mané, sacré ballon d'or africain. L'on note également la disparition de légendes du sport africain et mondial. Voilà pour l'essentiel de ce soir.
Merci Anne-Marie Gomi pour ces titres. Nous vous retrouverons à la fin de cette édition pour le développement dans le journal de la rétro. En attendant, parlons culture. Le vernissage de l'exposition célébrant les 40 ans de carrière de Kalidou Kassé est prévu mardi prochain, de même que la pose de la première pierre du musée de la RTS et du Triangle des Arts. En prélude à cet événement, l'artiste a reçu nos équipes dans ses ateliers du Sahel. Comment travaille-t-il, avec quels matériaux, son engagement pour les arts, sa source d'inspiration. Kalidou Kassé salue aussi la vision de la RTS de placer la culture et l'art au cœur des populations. Le résumé de ces échanges avec Ndeye Aïda. De tout le temps, quand l'artiste a une inspiration, on ne peut le retrouver ailleurs que dans ses ateliers du Sahel. Bienvenue et vous pouvez prendre place aussi, hein, Merci pour qu'on puisse échanger un peu. Kalidou Kassé est pressé de fixer sur le tableau ses dernières inspirations. Alors, Kalidou, Oui. la peinture, ça demande énormément de concentration. Oui, ça demande énormément de concentration. Et je peux dire que la peinture, c'est de la concentration, non seulement physique, mentale et intellectuelle. Parce que c'est Dieu qui nous inspire. Ce petit moment, il nous le réserve pour partager avec nous sa source d'inspiration. Il m'arrive de me réveiller tous les jours, presque vers 4 h du matin. J'ai toujours mon petit carnet au chevet de mon lit pour esquisser des choses ou simplement marquer des idées qui me viennent dans la nuit. Que je ne veux pas que ça m'échappe, parce qu'on appelle ce qu'on appelle le carnet d'artiste. J'ai ce carnet-là qui, je dors avec ce carnet, je me réveille avec ce carnet pour véritablement ressortir ce que j'ai envie de ressortir dans la journée. La signature de cet artiste que le critique d'art Ibanya Yadi a surnommé le pinceau du Sahel se reconnaît à travers les couleurs terre qu'il affectionne. Pour Kalidou Kassé, la qualité est au cœur de son travail. Il y veille jusqu'aux matériaux utilisés. Le châssis doit seulement être d'équerre pour pouvoir être dans les normes professionnelles, c'est-à-dire dans les normes internationales. Ensuite, créer ce qu'on appelle la maluluise qui est là, cette partie-là que vous voyez ici. Ça, c'est pour un peu éclater le tableau. Ensuite, créer la baguette qui contourne le tableau, qui est là une baguette carrée, qui s'appelle une baguette ronde, une baguette semi-ronde. Oui. Et ensuite, maintenant, mettre le papier craft derrière pour harmoniser sur le plan esthétique, rendre plus joli. Mais au-delà de cela, c'est ce qui est demandé et mettre véritablement les 4 angles pour bloquer le tableau pour que ça ne soit pas défiguré sur le plan forme. Mais maintenant, tout cela renvoie au processus de création d'une œuvre d'art. Des personnalités longues qui marchent vers la lumière, les connaisseurs savent qu'il s'agit de Kalidou Kassé. Visite guidée dans son studio, mais l'artiste ne veut pas pour le moment dévoiler les œuvres qui seront exposées à la RTS mardi. Kalidou Kassé, qui va procéder à la pose de la première pierre du musée de la RTS et du Triangle des Arts, initiative qu'il soutient fortement. Tout ce que vous entendez par ethnie, par en tout cas juge, coutume, tout cela est regroupé au sein de la RTS. Tout à fait. Le DG a compris que c'est à partir de cette mémoire de la RTS qu'on peut reconstruire notre identité. Tout à fait. Et notre identité, c'est ce qui nous lie en termes de paroles, de visage, de son, de lumière, d'objets. Et c'est ce qui va aujourd'hui constituer le musée de la RTS. Mais qui ne s'arrête pas là. Sa vision a été plus globale. Et moi-même, je me dis, mais c'est extraordinaire. Oui, tout à fait. Il a pensé à tout le voisinage, qui est un peu tout ce qui est autour, comme la BCAO, la BHS, le César, l'Institut islamique, la Poste. Mais c'est extraordinaire. 2020, l'année qui a vu Kalidou Kassé changer un peu pour travailler dans des couleurs telles que le bleu. Pour renouveler sa création, à 63 ans, ses œuvres sont toujours aussi engagées, aussi jeunes et pleines d'espoir.
Vous pourrez retrouver l'intégralité de cet entretien avec Khalidou Kassé après votre magazine Santé à Masmi de ce soir. Et puis cette triste nouvelle, nous venons d'apprendre le décès à Paris de notre confrère Doudou Diène, ancien journaliste à la RTS. Le directeur général de la RTS, Racine Talla, témoigne. Oui, une bien triste nouvelle, la perte de Doudou Diène, notre confrère. Il faut rappeler simplement qu'au début des années 2000, je pense précisément en 2003, c'est moi-même qui l'ai remplacé comme directeur de la radio 7FM, la radio du groupe Com7. Et effectivement, ce qu'il faut retenir de ce grand monsieur de la radio, c'est sa rigueur, son parler élégant, sa courtoisie et aussi sa vaste culture. Doudou Diène, pour ceux qui écoutaient Radio Sénégal, l'édition du journal parlait de 13h, c'était la délectation. On s'est délecté des titres du 13h. D'ailleurs, c'est comme s'il parlait à des initiés. Je me rappelle certains titres, comme de César à Farsat, ou quand il dit de Napoléon à Waterloo, ou Tombé de Carib à Silla. Et vraiment, c'était la richesse de la langue française dans toute sa beauté. C'était ça, la génération de Doudou Diène. Et qui se rappelle Doudou Diène se souvient également de cette belle paire, de ce beau duo, n'est-ce pas, avec Laye Diao. Il était vraiment un homme qui connaissait le sport, mais qui était surtout cultivé, c'est-à-dire franchement, Doudou Diène, on apprenait beaucoup avec lui et il était d'une politesse, d'une saint-lusianité extraordinaire, franchement, raffiné dans les gestes, posé et rigoureux, franchement. À la suite du directeur général Racine Talla, l'ensemble du personnel de la RTS présente ses condoléances à la famille de Doudou Diène et prie pour le repos de son âme. Voilà, ainsi se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Vous pouvez également nous retrouver sur nos différentes plateformes digitales. Très belle soirée sur la RTS.